Il ne peut pas y avoir de meilleure transition, justement, avec les derniers propos qu'on a tenus, puisque, effectivement, si pour les toutes premières, les pionnières, celles qu'on a appelées les pionnières, on ne peut pas disposer d'un matériau que moi j'ai découvert par la suite et qui est par contre extrêmement riche pour faire notre exercice à la fois de dictionnaire, de prosopographie, comme on dit en histoire, reconstituer aussi des réseaux de gens. C'est vrai que comme il n'y avait pas d'école, on ne peut pas disposer notamment de leur dossier d'étudiantes, d'élèves, comme on disait avant. Maintenant, on dirait étudiantes, parce que c'est des étudiants des écoles. Mais très tôt, quand même, dès les générations suivantes, il y a, en fait, même si les premières écoles se créent 1908, 1911 pour l'ENS, en fait, on n'a pas les dossiers du tout départ. Donc, même les premières qui se sont formées, c'était des formations, en fait, souvent très courte, ça ne durait pas un an, donc il n'y avait pas vraiment de dossier d'élèves, et c'est qu'à partir finalement des années 1916, mais c'est quand même très tôt, où on dispose des premiers corpus de dossiers d'élèves. Et là, c'est une merveille. C'est une vraie merveille pour ce qu'on veut, puisqu'on parlait d'archives. J'ai réagi au déjeuner auprès d'Henri Pascal. Ne croyez pas que les archives papier, c'est des rapports officiels, et que tout ce qu'on va avoir de croustillant et d'intime sur les personnes, on va le trouver qu'en faisant de l'enquête orale. C'est pas possible. Pour la plupart d'entre elles, elles sont mortes. Donc l'enquête orale, ce sera auprès de leurs descendants, ça va donner quelque chose. On a vu un peu ce que ça peut donner comme propos très hagiographique pour avoir vraiment la vie et la chair de ces personnes dans les enquêtes orales. Pour une grande partie d'entre elles, ce ne sera pas possible. Mais les archives écrites le donnent. C'est pas vrai que les archives écrites, c'est que des rapports officiels. Nos professionnels du social, c'est des gens d'écrit. Même si tous les travailleurs sociaux, et moi je l'ai eu en tant qu'un des fondateurs du CNES, le propos que j'ai entendu dans toute la bouche des travailleurs sociaux, on est des gens de l'oral. Mais c'est faux, c'est faux. Vous avez beaucoup plus écrit que des gens que vous considérez comme des gens de l'écrit. Vous avez plus écrit que les instituteurs. Parce que vous avez dû rendre compte, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux en général, ont dû rendre de l'écrit. Et ont été des gens qui ont écrit des rapports, écrit des demandes de subventions, alors là on est dans l'officiel, mais aussi écrit beaucoup de lettres. La lettre, l'écrit est très présent, il n'y a pas les SMS, il n'y a pas le téléphone, donc l'écrit, il ne faut pas l'oublier, l'écrit reste quand même un des supports d'échange, dès qu'on est à distance, principal, et on retrouve ça. Et là, on tombe dans l'écrit de l'intime, parce que la lettre, c'est une merveille. Pour l'histoire, la lettre, d'abord, c'est complètement intemporel, c'est dans les lettres, même si parfois il y a des styles qui sont tombés en désuétude, mais quand même, dès que les lettres parlent de deuil, dès que les lettres parlent d'engagement, dès que les lettres parlent d'amour, c'est fou ce qu'elles restent contemporaines, c'est fou ce qu'elles parlent, et c'est fou ce qu'elles donnent de la chair aux gens. Et on le trouve pour les assistantes sociales, étonnamment, dans les dossiers d'élèves. Alors moi, je me suis plongé dans 2 corpus de dossiers d'élèves à 2 occasions. Alors c'est les occasions pour les historiens, c'est toujours la même chose. On est sollicité pour pénétrer dans des archives un peu privées au moment des anniversaires, les commémorations. Alors là, on fait appel à l'historien. Vous voyez, les centenaires, j'ai fait 6 centenaires dernièrement. C'est incroyable. J'en revenais pas moi-même, comme quoi il y a eu vraiment beaucoup d'associations, de structures qui ont duré, qui ont étonnamment duré dans le temps, et c'est le cas des écoles. C'est le cas de pas toutes les écoles, puisqu'il y en a, alors même si elles ont survécu, qui n'ont pas gardé trace, mais heureusement, il y en a beaucoup qui ont gardé trace. Et 2 où j'ai été sollicité pour leur centenaire, c'était d'abord l'école normale sociale, qui vit toujours, qui est de 2 rue de Torcy, dans le 18e, qui est toujours une des écoles phares, et on a plusieurs représentantes qui sont formatrices actuelles et qui forment aujourd'hui des assistantes sociales et autres, parce qu'au nom de la réforme qui s'annonce, on essaye d'être de plus en plus polyvalent, mais bon, c'était essentiellement quand même encore des assistantes sociales, et elles ont 100 ans, ces écoles. Et elles ont dans leurs caves, c'est toujours ça, c'est où les caves ou les greniers. Les greniers, ça croule au bout d'un moment, les caves, ça s'inonde un peu, mais on retrouve toujours, ou dans les caves et les greniers, on trouve ces archives. Et pour l'école normale sociale d'abord, le centenaire était en 1911, c'est toujours la même chose, on n'arrive jamais à tenir l'anniversaire, on l'a fêté en 1912. Et le 2e centenaire où j'ai été sollicité, c'est celui de l'ETSUP, la fameuse école des surintendants, créée en 1917, dont on fêtera le centenaire en 2018. Mais pour les 2, donc, j'ai pu, du coup, à la demande de ces 2 écoles, aller essayer de trouver des traces
pour célébrer ce centenaire. Et pour les historiens, nous, on a besoin de papier. On est des archivores, on est des papivores. Il faut qu'on trouve des traces écrites. Surtout quand c'est centenaire, on sait que les traces orales, là, ça va être compliqué. Donc, du coup, il faut qu'on trouve des traces. Et c'est en allant dans les caves que je suis tombé donc, sur ces corpus de dossiers d'élèves. Et c'est extraordinaire, parce que moi, je m'attendais à quelque chose de très administratif. Et la bonne surprise... Alors, pour le premier centenaire, je dois dire, j'ai été frappé par des choses différentes, et c'est ce que je vais vous montrer d'abord. Pour le premier centenaire, ce qui m'a le plus frappé, ça a été finalement les photos. Les photos que vous voyez là, qui sont c'est des toutes petites photos. Alors, ce n'est pas des photomatons, parce qu'il n'y avait pas les photomatons à l'époque. C'est des toutes petites photos qui étaient demandées, comme on le demande encore aujourd'hui. Quand on dépose une candidature pour une école, on doit agrafer, c'est souvent agrafé sur la page de présentation de l'élève, et on a ces photos assez incroyables de toutes ces générations d'assistantes sociales qui sont passées. Alors, j'avais passé ce diaporama au moment de l'expo, et je me suis amusé en me disant, il fallait que je fasse un choix, que je m'arrête un moment. Je me suis dit, allez, je vais m'arrêter au premier homme. Vous allez voir, il a fallu attendre, 34, il n'y avait pas, non, il n'y avait pas, 35, non, toujours pas d'homme, 36, absolument pas, 37, non, toujours pas, 38, 39, 40... Pas d'homme, 41, 42, je m'étais dit comme blague, je trouve je vais jamais m'arrêter, je me suis dit, 41, 42, 43, toujours pas d'homme, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, et non, toujours pas, 52, par contre, vous avez vu, ça se diversifie un tout petit peu, là. Mais c'est pas un homme, c'est pas un homme, mais les profils, on y reviendra après sur cette vision très très rapide que je vous propose. 53, 54, 55, 56, 57, 58... 59, je commençais à désespérer, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, décidément... Et c'est là, je me suis arrêté. Voilà, donc... C'est bon, on peut dire des choses, ça va rester quand même superficiel, mais c'est vrai que ce défilé d'images d'abord montre des choses assez surprenantes. Bon, d'abord des femmes, c'est une histoire de femmes, ça c'est évident. J'avais appelé ça l'école des femmes, maintenant c'est la fabrique des femmes. C'est vrai que c'est une école des femmes, c'est très clair. Et pour l'ETSUP, c'est la même chose. C'est pas avant les années 60 qu'arrive le premier homme. Dans ce défilé très rapide, ce qui est intéressant quand même, ce qu'on voit, c'est d'abord les âges. Par rapport aux images, par rapport aussi aux images, je pense au bêtisier de 73 de la revue Liaison, qui est la revue des éducateurs, assistante sociale, c'était toute vieille, toute moche, toute célibataire. Là, on voit bien que c'est beaucoup plus diversifié que ça, que le bêtisier qui propose. Donc, on voit déjà des styles très différents. On voit effectivement des styles aussi un peu vestimentaires. On voit certaines appartenances, mais plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit déjà que l'appartenance sociale est moins ostentatoire et plus difficile à détecter. Donc ça, c'est, je dirais, une première vision extrêmement rapide, mais qui déjà offre une première des informations. Et j'avais absolument pas calculé ça, mais il se trouve qu'à l'anniversaire, il y avait tout un groupe de petites vieilles qui étaient devant ce diaporama, et elles étaient là. C'était là, et je sentais la tension qui montait, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elles attendent? Et 66, elles ont fait, oh, elles étaient de 67. C'est terrible, et donc en fait, elles voulaient se voir. Elles attendaient le moment où ça allait être leur tour. Mais ça m'a beaucoup frappé quand même de voir que, bon, il y avait... Alors la deuxième chose qui m'a extrêmement impressionné dans ces archives, c'est que je suis tombé sur un livre d'or,
un livre d'or qui me fait penser aussi, pour le dictionnaire, qu'il faudrait aussi réfléchir peut-être à un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué. Le dictionnaire, par essence, c'est des fiches individuelles. Or, ce qui m'est apparu très fortement dans ce livre d'or, c'est la force des promos. C'est à quel point ces écoles forment des promos, mais pas seulement la durée de l'école. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans les courriers, mais on y reviendra après, c'est à quel point cette promo d'école tisse un réseau sur le long terme. C'est connu, ça a été beaucoup travaillé sur certaines écoles, des grandes écoles, on sait, mais c'est pareil. En fait, ça a exactement le même effet que pour les grandes écoles. Et je me demande si de temps en temps, même dans le dictionnaire ou dans les jeux de dictionnaire, il ne faudrait pas faire ces portraits de groupe avec dames, pour reprendre un petit peu le titre du livre de Henrik Boll, parce qu'il me semble que avoir une bonne vision d'une promo, ça nous donnerait énormément d'informations. Ensuite, comment se constituent des réseaux de services sociaux. Et les courriers de ces promos, qu'on retrouve après dans les dossiers, on voit bien que sur le long terme, elles vont continuer à avoir des liens entre elles, elles vont continuer via la directrice à demander des nouvelles des uns et des autres. Donc je pense que il faudrait peut-être penser à un système de temps en temps d'alternance entre la fiche individuelle et la fiche promo. Enfin, c'est une suggestion, c'est pas facile à faire pour un dictionnaire, mais il me semble que de temps en temps, ça aurait vraiment un sens, puisque j'ai découvert qu'au-delà du temps d'études, ça crée réellement des contacts, des liens par la suite très importants. Bon, là, pareil, j'avance un petit peu plus vite. Vous allez voir aussi, dans ce défilé, on voit bien aussi les styles qui changent au fur et à mesure. Là, on est dans les années 70, voilà. Voilà, un barbu. Là, on est 83, 84. Et là, vous aviez même la promo 2000 qui était la promotion, donc, qui a été photographiée pour l'exposition. Alors, en restant toujours pour l'ENS, et après j'insisterai sur les SUP, ce qui m'a frappé dans les dossiers aussi, c'est la richesse des devoirs. Des devoirs qu'on retrouvait, devoirs qui avaient l'intérêt aussi des devoirs corrigés, et qui apportent des informations extrêmement riches, puisqu'ils font parler les candidates. À partir de quels faits, conversations, lectures, activités de groupe, etc. Oh, ça va un petit peu trop vite. Avez-vous envisagé votre démarche vers une carrière sociale? Donc on les fait parler de leur démarche, et ça me semble intéressant. Là, il s'agit d'un compte-rendu de visite à domicile, et ce qui est très intéressant dans ces visites à domicile, c'est qu'on a le corrigé. Et donc, en fait, la première fois qu'elles font une visite à domicile, elles sont accompagnées d'une assistante sociale expérimentée qui fait le corriger. Là, elle a eu 16, mais parfois, c'est des très mauvaises notes. Et on leur dit notamment qu'elles ont trop d'empathie, qu'elles ne savent pas y faire. Et ça, j'étais très content quand Henri Pascal, au début, a évoqué l'idée d'intégrer dans ce travail de dictionnaire aussi la fabrique de l'assistante sociale. On a trop souvent, une vision de l'assistante sociale déjà sur le terrain. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi elle rédige d'une telle façon, pourquoi elle tient tel et tel propos. Et je pense que on pourrait le saisir énormément dans la fabrique, justement. Et cette fabrique se fait par les écoles. Et en faisant 2 écoles, j'ai compris à quel point ces 2 écoles avaient des orientations différentes. Je dirais, l'ENS, c'est vraiment, et ça va arriver, va faire le service social communautaire. Il y a d'ailleurs des documents absolument passionnants sur la mise en place de cette idée de service social collectif ou communautaire, alors que l'ETSUP, évidemment, par son origine surintendante, va mettre l'accent sur le travail en entreprise, sur le service social en entreprise. Ah, pareil, vous voyez, des rédactions très intéressantes. Qu'attendez-vous de vos études sociales? Ou alors celle-là, tu as la vocation. C'est intéressant qu'on les interpelle et qu'elles répondent, du coup, qu'on ait un petit peu quelque chose. Ou alors, quelle idée se fait-on autour de vous de la profession d'assistante sociale? Et ça, c'est des choses très amusantes, parce que des fois, ils racontent comment, quand ils ont dit, des fois, quand c'est leur idée, comment leur mère ou comment leurs copains se sont moqués d'eux. Ah, tu vas faire l'assistante, tu vois. Voilà. Et donc là, ça donne, me semble-t-il, des informations. Et vous voyez qu'on n'est pas dans l'écrit officiel. On est bien dans des écrits intimes, et les rédactions et la façon dont elles répondent donnent bien des éléments d'elles-mêmes et des éléments profonds d'elles-mêmes. Alors je vais passer maintenant à l'ETSUP, et vous allez voir, je suis allé plus loin en fait pour l'ETSUP.
Donc l'ETSUP, là c'est le travail en cours, mais pour aussi une exposition. Et là j'ai décidé de baser l'exposition sur des portraits, justement sur des portraits d'assistantes sociales. Et c'est vrai que l'énorme richesse de l'ETSUP, comme de l'ENS, hein, c'est que la petite photo que vous avez vu agrandir, en fait elle est agrafée, vous voyez, dans un formulaire comme cela. Et ce formulaire donne toute une série d'informations extrêmement intéressantes, notamment les dates de naissance qui manquent beaucoup, la religion, hein, mais aussi la profession des parents et aussi la formation préalable. Et la grande surprise, hein, je dirais, d'une grande partie de ces dossiers de l'ETSUP, c'est que ces assistantes sociales, certes, elles ont fait un niveau scolaire un petit peu plus, elles appartiennent à une certaine bourgeoisie, mais elles ont fait aussi, préalablement à leur candidature à l'ETSUP, déjà, hein, ou bien sur le terrain du social, en devenant infirmière pendant la guerre. Alors, la guerre a joué un rôle évidemment énorme en sollicitant énormément de femmes sans diplôme, hein, pour faire infirmière et qui ont été homologuées infirmières à la suite de leur action héroïque, entre guillemets, pendant la guerre. Hein, et du coup, elles ont déjà souvent un diplôme en poche avant d'être candidates. Alors, qui sont-elles, hein? C'est vrai qu'on peut se demander. La première vision qu'on a, c'est les grandes bourgeoises. Hein. C'est vrai que ces photos, les photos qu'on trouve agrafées, quand on les regarde de près et qu'on les agrandit, hein, on voit bien là, hein, surtout pour ces générations des années 20, les signes tout à fait ostentatoires d'une appartenance sociale à une certaine classe sociale. Mais attention, hein, quand on creuse, et c'est ça toute la richesse de ne pas s'arrêter à la photo, c'est tout de suite se dire, bah oui, l'habit ne fait pas toujours le moine, puisque rien qu'avec l'affiche que l'on peut collecter, ça fait des informations que j'ai repris de l'affiche à côté du portrait, hein, on s'aperçoit qu'il y a des choses tout à fait différentes, hein, qui viennent modifier. Alors ça a été déjà mis en exergue par les travaux d'Yvonne Knieveller quand elle avait interrogé les premières assistantes sociales, c'est s'apercevoir que ces femmes, même si elles appartiennent à un certain milieu social, elles sont en fait dans une grande fragilité dès qu'il y a un incident. Alors cet incident, ça peut être un décès du père, hein, qui va fragiliser tout d'un coup la situation familiale, ou ça peut être, et il y en a de nombreux, vous verrez, des divorces. Hein, une femme qui a divorcé, elle se retrouve sans rien. Hein, surtout qu'elle n'a pas travaillé la plupart du temps, elle a divorcé, donc c'est fini, c'est plus son mari qui l'entretient, et c'est pas sa famille, surtout c'est à un certain âge, qui va la reprendre sous son aile. Donc ça, on voit beaucoup de situations comme celle-là. Hein. Là, vous voyez, fille d'un précepteur des contributions directes, décédée, mère sans profession, donc évidemment, elle doit travailler à son tour. Hein. Elle a fait des études, alors là on voit bien le côté religieux, études au Sacré-Cœur, un diplôme d'infirmière pendant la guerre, infirmière de la Société de secours aux blessés militaires, diplôme de l'École centrale de puériculture, poste d'infirmière berceuse dans une pouponnière à Paris, et puis hein, ce travail. Alors là pareil, donc non, là, on sait juste qu'elle est catholique, elle est plus jeune aussi, c'est des parcours différents. Là, voilà une autre assez étonnante. Hein. Déjà, les âges varient énormément. Il peut y avoir 20 ans de différence sur une même promo. Hein. Donc, des gens de 47 ans et des gens de 27 ans, voire de 25, voire de 23 ans. Hein, donc déjà ces différences ensemble, et toujours hein, des éléments beaucoup plus surprenants hein, qui montrent que ce n'est pas des dames d'œuvre. Hein, la plupart d'entre elles, c'est des femmes qui ont déjà un ancrage tout à fait concret dans les réalités professionnelles. Elles ne font pas du social juste pour s'occuper parce qu'elles sont désœuvrées. Hein, on s'aperçoit que beaucoup d'entre elles font du social parce qu'elles sont dans une situation sociale qui est devenue compliquée, ou font du social parce que déjà, hein, elles ont une position professionnelle qu'elles veulent perfectionner. Hein, et ces portraits, quand on les regarde comme ça de près, on n'a pas le temps de tous les voir défiler, hein, donnent à chaque fois, montrent que certaines d'entre elles, c'est ce cas-là, voilà, mariées puis divorcées. Hein, donc on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué, hein, tous ces parcours, tous ces profils, que l'image globale qu'on pourrait en avoir, hein, avec donc des divorces, des femmes diplômées, des femmes déjà avec une expérience professionnelle certaine. Hein, donc voilà, c'est pour vous montrer certaines d'entre elles.
Voilà. Alors la seconde chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que si une partie des photos qui sont agrafées dans la demande de candidature, elles sont des photos de studio, des photos de studio où elles posent dans un décor. Elles posent, il ne faut pas oublier non plus, quand on regarde des photos des photographes de rue, aussi des quartiers populaires, que les gens des milieux populaires aussi posent dans des décors. Poser dans un décor ne veut pas dire forcément appartenir à un milieu bourgeois. Les studios de photographie, c'est des studios, même des photographes ambulants qui ont leurs décors, et des décors toujours un peu rococo, qui peuvent se ressembler, qui peuvent être des décors de tableaux. Donc attention aussi à l'image, ça peut être juste un décor de studio et pas forcément les objets ou l'environnement personnel de ces femmes. Mais un certain nombre d'entre elles choisissent de se présenter, la photo de candidature, comme déjà des professionnels. Donc elles se présentent comme déjà des infirmières. Et ce qui est très frappant dans ces photos professionnelles, c'est qu'autant dans les photos en civil, on voit très nettement leur appartenance sociale, dès qu'elles sont en tenue, et ça montre la force de l'uniforme, dès qu'elles sont en tenue, il devient pratiquement impossible de les identifier socialement. D'abord parce qu'il y a non seulement la coiffe cache tout style de coiffure, elles ne portent aucun bijou, évidemment aucun manteau de fourrure, etc. L'uniforme uniformise finalement et désocialise en quelque sorte l'apparence qui est sinon extrêmement nette quand elle pose en civil. Donc ça, c'est quelques photos en uniforme. Et là, des photos aussi parfois en bureau qui montrent que, évidemment, ces femmes ne sont pas simplement des femmes de terrain. Les secrétariats sociaux, ne l'oublions pas, ont aussi leur permanence. Et donc, il y a toujours ce travail de bureau et ce travail de terrain. Ce n'est pas les secrétaires d'un côté et celles qui vont sur le terrain. C'est souvent un jeu de va-et-vient pour ces professionnels entre la permanence, où elles tiennent dossier, où elles tiennent fichier, où elles tapent, et elles doivent savoir d'ailleurs taper à la machine, et puis ces allées sur le terrain. Alors, c'est vrai que les questions qu'on peut se poser, pourquoi, si elles sont déjà professionnelles, pourquoi retourner dans une école, pourquoi chercher ce diplôme et pour quelles compétences, pourquoi vouloir ce sigle qui m'a beaucoup amusé, qui n'est pas le sigle de Superman, c'est inversé, mais le sigle, c'est ce qu'elles portaient sur leur uniforme. Évidemment, ça c'est un peu plus connu grâce aux travaux d'Annie Fourcault, de Laura-Lee Dance, c'est le travail... c'est la règle du stage ouvrier. D'abord, c'est ce travail de pénétration en usine, c'est cet apprentissage avec cette règle tout à fait particulière à l'école des surintendantes. Pour devenir surintendante, il fallait d'abord faire un stage anonymement, incognito, en milieu ouvrier. Il fallait se faire embaucher comme ouvrière. Et c'est vrai que si on trouve des textes très officiels, qui sont des textes de propagande des écoles pour attirer des élèves qui racontent cet incognito et qui disent c'est très drôle d'être incognito. On a surtout dans les dossiers d'élèves, et ça a été beaucoup exploité déjà par Annie Fourcault et Laura Lidan, ces merveilleux rapports de stage ouvrier, où on a par exemple cette femme, alors on voit bien d'abord son appartenance et dans quelle situation elle se retrouve. Et elle découvre non seulement le milieu ouvrier, mais elle découvre en amont la difficulté de se rendre à l'usine. Et ces témoignages du quotidien de la vie en usine sont extrêmement riches, extrêmement précieux, extrêmement intéressants et donnent beaucoup d'informations aussi sur les décalages culturels, les décalages sociaux qu'il peut y avoir entre ces femmes qui candidatent, qui veulent aller au social et qui se retrouvent pendant ces 15 jours ouvriers dans une situation complètement inversée. C'est elles les plus empotées, elles ont besoin d'aide, elles qui sont formées à donner de l'aide, elles ont besoin de l'aide de leurs coéquipières, de leurs co-ouvrières d'atelier, et c'est souvent elles qui sont aidées, et parfois certaines d'entre elles, il y a des témoignages tout à fait rigolos, elles se font renvoyer car incompétentes. Et alors là, pour elles, c'est vraiment le choc. Elles se sont renvoyées, elles ne comprennent pas comment elles ont pu se faire virer de l'atelier. Mais quand elles racontent, elles se sont coupées toutes les 5 minutes, elles ont cassé 3 moules, évidemment, elles se sont fait renvoyer. Et pour elles, qui s'estimaient venir un peu en position de surplomb, se retrouver en position inférieure, les trouble énormément. Cet apprentissage est très frappant. Là je vais passer très vite, il y a autre élément tout à fait surprenant de cette école des surintendantes, c'est la formation entre 1945 et 1955 de ce qu'on a appelé les coloniales. On a formé donc ces femmes à aller en colonie. Alors c'est très, je vous ai mis cette photo. Ça c'est une photo tirée d'un des rapports là évidemment sur votre droite, et sur la gauche c'est la photo des candidates coloniales avec ce drôle de mélange progressivement qui se fait entre candidates de métropole et puis candidates issues
des colonies pour aller faire les coloniales. Et d'ailleurs, ces candidates issues des colonies, on ne leur demande pas de faire le rapport. Et alors la surprise, c'était juste le dernier clin d'œil que je voulais vous faire à ce propos. La surprise pour moi, c'était en regardant leur rapport, je me suis dit, c'est le même système. Quand j'ai vu leur rapport avec les photos, les dessins, les récits où elles racontent leur arrivée dans le village, je me suis dit, mais ils ont fait le même système. Ils ont envoyé ces assistantes sociales sur le terrain aussi pour aller se former, comme on a envoyé les assistantes sociales faire les ouvrières, là on les a envoyées sur le terrain colonial pour devenir coloniales. Jusqu'à ce que je comprenne, et j'ai mis un temps fou, parce que à cause des dessins, en voulant scanner les photos, toutes les photos, dès que je les retournais, c'était des photos d'agence. Et puis, ce récit qui était fait à la première personne de son arrivée au village, quand j'ai regardé la correction du récit, j'étais dit, mais quelle drôle d'idée quand même de faire ça à la première personne. Et j'ai fini par comprendre en fait qu'elle faisait des voyages imaginaires. Elle se formait dans les livres de la bibliothèque. Elle n'allait jamais en fait sur le terrain. On leur demandait de faire un faux rapport de terrain. Alors pareil, on trouve des rédactions tout à fait fantastiques et croustillantes, où elles racontent et elles font ce drôle. Alors les livres, c'est extraordinaire. Du coup, j'ai retrouvé la liste des livres de la bibliothèque. C'est un mélange tout à fait hétéroclite de livres d'anthropologues, de livres de missionnaires, de livres de propagande des ministères d'outre-mer. C'est un mélange de références, et c'est à partir de ces livres et des images de ces livres et des images fournies par l'agence du ministère qu'elles font leur faux rapport, leur voyage imaginaire pour se former. Mais au-delà de ça, et c'est vraiment là-dessus que je voulais finir, je voulais insister à nouveau pour dire à quel point ces dossiers de candidature contiennent non seulement des lettres en amont de la candidature qui essaient de justifier leur parcours antérieur à la candidature, mais aussi, et c'est ça la merveille, elles continuent à garder un lien très fort avec l'école qui va, pendant les premières années d'exercice du métier, être leur référence, leur conseil. Et donc elles vont écrire à l'école, elles vont continuer à écrire à l'école une fois qu'elles sont sorties et qu'elles font leur premier terrain là comme professionnelles pour raconter à la directrice la plupart du temps ce qui leur arrive sur le terrain. Donc on a des récits comme ça tout à fait fantastiques là pour le coup de leurs pratiques et de leurs hésitations. Et si elles écrivent à la directrice, c'est pas pour juste faire un rapport tout officiel, c'est pour écrire leurs doutes, les difficultés qu'elles rencontrent dans les premiers terrains. Et on a tout ça, on a cette trace-là dans les dossiers. On a aussi des informations très intimes, comme ce faire-part qui montre encore une fois à quel point les images qu'on a de la célibataire est erronée, puisque là, dans ce faire-part, elle raconte que son mari, qui était plus âgé qu'elle, lui a laissé 2 fils et qu'elle se retrouve, elle, à devoir entretenir ces 2 fils, et ça justifie aussi son besoin de travail. Elle raconte aussi ses premières embauches. On a évidemment là les bulletins de l'essence qui manquent tant. On a tout ce mélange comme ça d'écrits. Ça représente des sources absolument fantastique. Alors pas pour les toutes premières générations qui n'ont pas fait l'école, qui ont été homologuées, on le sait pour les éducateurs, mais au moins pour un réseau, me semble-t-il, extrêmement important, qui ont su, et elles ont des demandes, les 2 centres de documentation, sur quelques personnages qui ont été marquants, extraordinaires, qui pourraient tout à fait être dans notre dictionnaire. Certaines des directrices, ne l'oublions pas, ont été des élèves. Il y a le dossier de Jeanne Sivadon notamment, il y a le dossier comme ça d'un certain nombre de personnes du service social qui ont exercé sur le long terme et qui ont eu une action tout à fait importante dans cette histoire. Je vous remercie. Alors, une dernière chose, j'avais oublié. Vous n'avez pas été les premiers à penser à un dictionnaire, je ne pouvais pas m'empêcher. En voyant l'entreprise, j'ai repensé aux archives de la Confédération française des professions sociales. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait dans les années 50, vous le savez ? L'annuaire des travailleurs sociaux, je n'ai pas pu résister quand j'ai vu ça. Alors, la première édition, c'est 57, qui proposait donc une liste générale des travailleurs sociaux, liste géographique par activité. Il y avait un bulletin de souscription déjà pour cet annuaire, qui proposait donc là d'offrir des informations, pas seulement sur les assistantes sociales, mais sur aussi les autres professions. Et il y a eu, et comme ça se présentait comme ça, c'était un vrai annuaire, avec les adresses, et on savait qu'est-ce qu'elles occupaient. Ces annuaires peuvent être utiles pour retrouver certaines d'entre elles. Et puis il y a eu une version de 58 et une version de 62, et 2 lettres absolument extraordinaires de félicitations de Emmanuel Rhin et du docteur Augeleux du ministère de la Santé publique,
qui dit à quel point cet annuaire va être utile pour la profession. Souhaitons que notre dictionnaire le soit autant.